En tant que quelqu'un qui était un utilisateur assidu de Tumblr il y a de nombreuses années, j'ai souvent rencontré la tentative de normaliser beaucoup de choses qui ne devraient vraiment pas être normalisées. J'ai oublié ou peut-être refoulé beaucoup de ces choses, mais un abonné m'a récemment envoyé un email à propos de la communauté Consent, en particulier un blog créé par une femme qui est en relation avec son père. Investigons. Si vous aimez les mystères d'Internet et le contenu généralement dérangeant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenu de ce genre. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour avoir accès à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur les remerciements sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui envisagent ou cela. Cette vidéo se centrera sur les relations entre les membres de la famille et discutera brièvement des abus qui pourraient survenir dans de telles relations. Discrétion des spectateurs recommandée. Cliquez sur le lien en description pour devenir membre Ko-fi et voir la version non coupée sans pub avec des détails supplémentaires inappropriés pour cette version. Conseng est un terme utilisé pour décrire des relations consensuelles, romantiques et physiques entre des membres proches de la famille, tels que des frères et sœurs, ou un parent et leur fils ou fille adulte. En résumé, c'est un terme qui embellit l'inceste. L'abonné qui m'a envoyé un courriel a envoyé un lien vers un blog en particulier d'un utilisateur nommé Consanguinamorose, nous l'appellerons Rose, qui n'a en fait été actif que pendant quelques semaines en septembre et octobre 2024. Ce qui est intéressant avec ce blog, c'est qu'il semble crédible. Si vous recherchez le tag Conseng sur Tumblr, beaucoup de posts sont de l'érotisme très explicite. Nous y jetterons un coup d'œil plus tard. Ce blog est un compte relativement sûr pour le travail d'une relation Conseng, bien que très inappropriée. Il n'est pas sensationnalisé et il n'y a pas de détails sur ce qu'ils font dans la chambre. Donc il ne semble pas qu'il ait été créé pour plaire aux personnes qui s'intéressent à de telles choses uniquement comme un fétiche. Le premier post de Rosie était le 25 septembre et disait « Bonjour à tous, je suis nouvelle dans la communauté positive Conseng, mais je rôde depuis un certain temps et je suis enfin assez confiante pour rejoindre cela. J'ai 27 ans, je suis une femme bisexuelle cisgenre en relation avec mon père. Il a 53 ans, c'est un homme bisexuel cisgenre. Nous sommes en couple depuis avril 2024. J'ai hâte de partager mon expérience en tant que personne dans une relation consanguine, de la vie quotidienne aux faits amusants sur notre relation, à la fois en tant que père et fille et en tant qu'amoureux. Parfois, je me défoule aussi sur les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que couple consanguin. Certains détails sur la relation ont été fournis dans les questions-réponses sur le blog. Un utilisateur anonyme a demandé à Rose « Comment as-tu trouvé le courage d'aborder ton père ? Connais-tu d'autres personnes ayant des relations similaires, Siwa ?» Rose a répondu « Je veux dire, nous avons toujours été assez proches depuis que je suis enfant, mais j'ai essentiellement fait le grand saut après avoir un peu testé les os, en étant progressivement plus tactile jusqu'à ce que ce soit essentiellement quelque chose d'inhabituel pour une fille à faire envers son père, et il n'a pas réagi négativement à cela. » Le blog sur les relations consanguines, Full Marriage Equality de Keith Pullman, m'a aussi un peu donné le courage dont j'ai besoin, celui de ne pas être seule à ressentir cela et que cela aurait dû être acceptable puisque je suis maintenant adulte, donc tout est entièrement consensuel. Et pour répondre à la question, non, je ne connais pas d'autres personnes ayant des relations similaires, du moins dans la vie réelle. Un autre utilisateur anonyme a demandé peu après comment la relation avait commencé et Rose a dit « En gros, après avoir un peu testé les os et vu que mon père n'avait aucune aversion pour ce que je faisais, j'ai simplement tenté ma chance quand nous étions allongés sur le canapé dans le salon. Je n'ai pas opté pour la déclaration directe du genre « je suis amoureuse de toi » et tout ça, car j'ai toujours été timide quand il s'agit de sentiments dans une relation amoureuse. Ce que j'ai fait,
c'est d'évoquer comment je me suis réservée pour l'élu, ce qui est très inhabituel pour quelqu'un de mon âge en premier lieu, mais c'est vrai. Je pense que sortir ensemble juste pour le plaisir de sortir et ne pas sortir sérieusement avec l'intention de se marier serait juste un casse-tête d'après les histoires de mémoire de mes amis depuis que j'étais au lycée jusqu'à l'âge adulte. Quand il a demandé qui cela pourrait être en se référant à l'élu, j'ai simplement répondu « Et si c'était toi ?» Le reste appartient à l'histoire. Rose a même partagé une photo d'elle et de son père sans leur visage dans une tentative de prouver que son histoire était réelle. Dans le même post, elle précise qu'elle ne vit pas aux États-Unis et dit que dans la majorité des pays du monde, les relations consanguines ne sont pas interdites. Il est peut-être vrai que certaines relations consanguines sont légales dans de nombreux pays, mais cela concerne généralement par exemple des cousins, pas un père et sa fille. Je ne connais aucun pays où cela est légal, ni aucune culture où cela est acceptable. Rose dit que dans son pays ce n'est pas techniquement légal, mais il n'y a pas de loi qui le régule, donc ce n'est techniquement pas illégal. Bien que cela puisse être vrai, leur relation n'est pas nécessairement socialement acceptable. En fait, il semble que ce ne soit pas du tout le cas, car elle dit qu'ils gardent leur relation à huis clos, donc je ne suis pas vraiment sûre du point qu'elle essaie de faire concernant le fait que les relations consanguines ne sont pas illégales dans de nombreux pays. Un autre utilisateur anonyme a laissé un message pour Rose, je cite « J'espère que tu ne trouves pas cela étrange quand je dis que je trouve toi et ta relation extrêmement intéressante. J'espère que toi et ton père vous portez bien. » Rose a répondu « Ne t'inquiète pas, je ne trouve pas ça étrange du tout. Je comprends que notre relation n'est pas conventionnelle et doit avoir suscité beaucoup de curiosité de la part des étrangers, mais c'est aussi pourquoi j'ai rejoint cette communauté. Pour jeter une lumière positive sur les relations consanguines et montrer qu'elles peuvent aussi être saines et épanouissantes, tout comme n'importe quelle autre relation romantique. Et merci beaucoup pour votre soutien bienveillant. Mon père et moi l'apprécions vraiment. Je vais bientôt discuter en profondeur de la moralité des relations consanguines, mais dire qu'elles sont comme n'importe quelle autre relation romantique me semble fou. Il y a une énorme différence entre une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré pour la première fois en tant qu'adulte, ou même quelqu'un du même âge que vous connaissiez depuis l'enfance, et quelqu'un de plusieurs décennies plus âgé que vous, qui vous a littéralement élevé comme une figure parentale depuis que vous étiez bébé. Il va sans dire que c'est dérangé de la part du père, et cela fait se demander s'il ressentait la même chose envers elle quand elle était plus jeune. Peut-être même l'a-t-il préparé à cela en tant qu'adulte. Même s'il ne l'a pas fait en tant que père, il aurait dû refuser toutes les avances qu'elle pense qu'elle a faites et établir une limite très solide. J'ai des sentiments mitigés envers Rose. Il m'est difficile de la condamner au même niveau que son père car nous ne savons vraiment pas ce qui a conduit à l'émergence de ces sentiments. Vous devez certainement vous interroger sur son éducation si elle a développé des sentiments romantiques pour son véritable père. S'il n'y a eu aucune manipulation ou quoi que ce soit de ce genre, il est juste de dire qu'en tant qu'adulte, Rose n'aurait jamais dû faire le premier pas, mais elle reste la plus jeune des deux et la fille plutôt que la figure parentale. Les fils ont clairement été croisés ici, mais le papa est bien pire à mon avis. En général, comme je l'ai dit dans de nombreuses autres vidéos, je me fiche vraiment de ce qui se passe entre des adultes consentants tant que tout le monde est heureux et que personne n'est blessé. En quoi cela me concerne-t-il ? Je dois cependant tracer une ligne ici, et ce n'est pas parce que l'idée qu'un père et sa fille soient impliqués romantiquement et physiquement me dégoûte, même si c'est le cas. Il y a beaucoup de paraphilies qui ne sont vraiment pas mon truc, mais cela ne signifie pas que j'ai le droit d'empêcher les autres d'y participer. J'ai déjà clairement exprimé mes pensées sur les relations consanguines entre un parent et sa fille ou son fils. Je pense que dans la plupart des cas, il y aura probablement du conditionnement impliqué, même si rien de physique ne s'est produit jusqu'à ce que la fille ou le fils soit adulte. Je reconnais que cela pourrait ne pas être le cas dans les relations entre, disons, des frères et sœurs d'un âge similaire. Mais en dehors du risque pour les éventuels enfants qu'ils pourraient avoir, nous allons aborder ce sujet bientôt, je pense qu'un point vraiment important est que les membres de la famille devraient jouer un rôle différent de celui des partenaires romantiques.
Bien que toutes les familles soient différentes, je pense qu'il est important que les enfants aient une sorte de figure parentale, que ce soit une maman et un papa, deux mamans ou deux papas, une maman ou un papa. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi leur rôle est crucial dans l'éducation d'un enfant. Quant aux frères et sœurs, tout le monde n'en a pas ou ne s'entend pas avec eux, mais si vous avez un frère ou une sœur avec qui vous étiez proche en grandissant, ou qui a joué le rôle d'un frère ou d'une sœur d'une certaine manière, même si vous n'étiez pas particulièrement proche, c'est leur rôle familial, et je pense que cela peut être psychologiquement dommageable si les lignes sont floues et que ces relations deviennent romantiques. De plus, que se passe-t-il si la relation consanguine tourne mal et que le couple se sépare ? En dehors du fait que ce serait extrêmement gênant de manger le dîner de Noël en face de votre frère, qui est aussi votre ex, vous avez essentiellement perdu ce rôle familial maintenant. Si Rose et son père se séparent, même si c'est à l'amiable, va-t-il simplement reprendre son rôle parental après cela ? Si c'est une mauvaise rupture, par exemple s'il y a de l'infidélité, il pourrait très bien ne plus vouloir avoir affaire l'un à l'autre après cela, auquel cas elle a perdu son père et lui a perdu sa fille. Cela dit, dans l'intérêt d'essayer d'avoir une discussion impartiale et objective sur les relations consanguines, je pense qu'il est pertinent de considérer la moralité de celles-ci. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a presque toujours un problème moral quand il s'agit de relations entre les parents et leurs enfants adultes, en raison de la possibilité qu'ils aient été conditionnés dès leur plus jeune âge à accepter une telle relation plus tard dans la vie. Rose a réellement abordé les suppositions sur sa relation dans un post, citation « Les gens supposent toujours que ma relation avec mon père est abusive, simplement parce qu'elle est consanguine, alors qu'en réalité je suis une adulte et déjà bien avancée dans ma vie d'adulte quand j'ai commencé à m'approcher de lui. Oui, c'est moi qui ai fait le premier pas. C'est le meilleur père que j'aurais pu demander et il m'a bien élevée. Bien sûr, je pense aussi que c'est le meilleur homme que j'aurais jamais pu connaître et qu'il serait aussi l'homme parfait pour moi. Mon père n'a été que respectueux envers moi, m'a toujours laissé développer notre relation à ma manière et à mon rythme. Il ne m'a jamais mise mal à l'aise et s'assure de demander mon consentement à chaque étape du chemin. Supposer que mon père est un père abusif ou un prédateur, simplement parce que nous sommes dans une relation romantique, en plus de notre relation familiale, c'est détourner et déplacer le blâme des abuseurs vers simplement des types de relations. Une relation consanguine ne signifie pas qu'elle est intrinsèquement une relation abusive. Je remets en question les pensées de Rose à ce sujet, car comment saurait-elle si elle avait été manipulée étant jeune enfant ? Le fait que son père ait suivi tout cela montre qu'il avait clairement pensé à elle de cette façon auparavant. Ce n'est pas comme s'il l'avait toujours simplement vue comme une fille, puis soudain tout a changé l'instant où elle a fait un geste. De plus, il y aura toujours une sorte de déséquilibre de pouvoir dans cette relation qui pourrait absolument entraîner des abus psychologiques ou autres formes d'abus. Ces problèmes peuvent ne pas s'appliquer dans les relations consanguines entre frères et sœurs, par exemple, s'ils ont un âge similaire, donc je pense que c'est un peu plus une zone grise lorsqu'on considère la moralité de cela. Ma philosophie est que quelque chose est moralement mauvais s'il cause de la souffrance, donc si nous prenons l'exemple d'une relation consanguine entre deux frères et sœurs d'un âge similaire, tous deux adultes et tous deux consentants, et évitons d'avoir des enfants biologiques ensemble, je suppose que je ne peux pas vraiment soutenir que c'est moralement mauvais. Cela ne signifie pas que je pense que c'est une bonne idée, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, mais je pense que les gens disent simplement que c'est mal parce qu'ils trouvent ça dégoûtant et qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion critique derrière cela. Je ne suis évidemment pas une autorité en matière de moralité et j'aimerais savoir si vous avez un argument moral contre cela dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, l'argument le plus courant et valable contre les relations consanguines en général est le risque accru de troubles génétiques chez les descendants. Rose a republié un long post discutant de cela, donc je vais le lire en partie, puis le commenter en cours de route. Cela va absolument me faire perdre tous les abonnés que j'ai, mais je m'en fiche, donc de toute façon, j'ai quelque chose que j'aimerais dire. L'inceste n'est pas intrinsèquement nuisible tant qu'il est consensuel. Il n'y a aucune preuve scientifique que l'inceste consensuel est nuisible, aucune.
Bien sûr, l'abus incestueux existe absolument et est extrêmement nuisible pour les victimes, mais ce dont je parle, ce sont des relations consensuelles entre adultes. Avant de me traiter de folle ici, dans un article de Claire Kassemset de l'université de Stanford, elle affirme que l'une des principales et uniques raisons scientifiques pour lesquelles l'inceste est illégal est que les descendants de partenaires ayant un haut niveau de consanguinité sont plus susceptibles d'avoir des malformations congénitales. Cependant, c'est de l'eugénisme. Les enfants de personnes handicapées sont également très susceptibles d'avoir des enfants avec des malformations congénitales et n'importe qui pourrait potentiellement avoir des enfants avec des malformations congénitales. Cet argument est simplement que les relations incestueuses devraient être illégales afin que les malformations congénitales cessent d'exister. Gardez à l'esprit, la définition de l'eugénisme est d'organiser la reproduction au sein d'une population humaine pour augmenter l'occurrence de caractéristiques héréditaires considérées comme souhaitables. En essence, assurez-vous que seules les personnes désirables naissent, ce qui inclurait d'être en bonne santé physique. Kassemset poursuit en expliquant que l'acte de sexe incestueux ne cause pas de préjudice. L'inceste ne cause pas intrinsèquement de préjudice. Les seules raisons que les gens donnent pour l'illégalisation des relations incestueuses sont l'eugénisme et le potentiellement offensant de cela en raison du fait que la grande majorité des gens dans ce pays ont des croyances profondément ancrées que l'inceste est immoral. Cet utilisateur fait un point intéressant, mais je pense que le mot eugénisme est un mot chargé émotionnellement, pour ainsi dire, qui s'applique à de nombreuses autres caractéristiques en dehors des troubles génétiques tels que la race. Sans parler des connotations de fausse stérilisation et du meurtre de millions de juifs, de roms, de personnes handicapées et d'autres groupes de personnes qui étaient considérés comme indésirables en Allemagne nazie, ce qui est bien sûr absolument abominable. Il serait très problématique d'argumenter que, disons, un frère et une sœur asiatiques ne devraient pas avoir d'enfants parce que cet enfant sera également asiatique et être asiatique est indésirable. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'approfondir davantage cela. Je vois aussi un énorme problème à étiqueter des caractéristiques spécifiques comme désirables et à mettre en place des mesures pour augmenter ces soi-disant caractéristiques désirables dans la population générale au fil du temps. Mais je ne pense pas que cela soit la même chose que de tenter de réduire la probabilité de certains troubles chez les enfants, et comme pour ma philosophie sur la moralité, mes vues sur ce sujet se centrent autour de la souffrance. Cela n'a pas d'importance, ou du moins ne devrait pas avoir d'importance, quelle que soit la couleur de peau d'une personne, la couleur de ses cheveux, sa taille. Ces caractéristiques peuvent entraîner des souffrances pour les personnes, mais seulement à cause du racisme ou d'autres discriminations causées directement par d'autres personnes, ce qui est bien sûr un problème de société qui doit être constamment abordé, et non avec ces caractéristiques elles-mêmes. Bien sûr, les personnes handicapées et atteintes de conditions génétiques peuvent également être discriminées, et c'est un problème de société qui doit également être abordé. Mais imaginez un monde où ces problèmes de société n'existent pas et où personne ne discrimine personne d'autre pour sa race, son apparence physique, ses handicaps. Personne ne souffrirait à cause de la couleur de sa peau, par exemple. Les personnes atteintes de conditions génétiques souffriraient moins de cette manière, mais il y aurait toujours la souffrance causée par certaines conditions elles-mêmes, que ce soit la douleur physique ou une espérance de vie réduite. Cela ne s'applique pas nécessairement à tous les troubles génétiques. Par exemple, l'albinisme ne réduit pas l'espérance de vie et à part d'éventuels problèmes de vision, la plupart des personnes atteintes sont en bonne santé et ne ressentent aucune douleur en conséquence. Mais lorsque vous considérez la fibrose kystique, par exemple, c'est une condition qui cause beaucoup de souffrance et réduit considérablement l'espérance de vie. Ainsi, l'utilisateur qui a fait ce post croit que ce n'est pas un argument valable de dire que les personnes en relation consanguine ne devraient pas avoir d'enfants à cause du risque accru de conditions comme la fibrose kystique parce que c'est de l'eugénisme, mais je peux garantir que cette personne n'a pas elle-même la fibrose kystique et qu'elle ne serait pas heureuse de l'avoir si elle avait le choix. Je souligne à nouveau que les conditions génétiques ne sont pas toutes identiques. Je ne ferai pas le même cas pour une condition qui affecte uniquement l'apparence physique, par exemple, ou qui rend la vie de quelqu'un différente d'une manière qui ne réduit pas drastiquement leur qualité de vie.
Il va sans dire que toute personne ayant une quelconque condition ou handicap devrait avoir les mêmes droits et être considérée comme égale à tous les autres. Mon point de vue ne concerne pas le fait de voir les personnes atteintes de conditions génétiques comme inférieures ou indésirables, il s'agit uniquement de ne pas vouloir que les gens souffrent. Un problème avec l'argument contre l'eugénisme ici est jusqu'où allons-nous le prendre ? En Angleterre et dans de nombreux autres pays, toutes les femmes enceintes se voient me proposer un dépistage du syndrome de Down, du syndrome d'Edwards et du syndrome de Patot entre 10 et 14 semaines de grossesse. Devrions-nous arrêter de faire cela parce que c'est de l'eugénisme et donc immoral ? Les couples subissant une fécondation in vitro ne devraient-ils pas être autorisés à sélectionner des embryons sans signe de troubles génétiques plutôt que ceux qui en ont parce que c'est de l'eugénisme ? Devrions-nous arrêter de décourager les femmes de fumer et de boire de l'alcool pendant la grossesse pour réduire le risque de handicap cognitif ou physique chez le bébé parce que c'est de l'eugénisme ? L'utilisateur de Tumblr souligne que les enfants de personnes handicapées risquent davantage de naître avec des malformations, ce qui diffère des relations consanguines selon moi. Si une mère handicapée avait 100% de chance d'avoir un enfant avec une malformation congénitale, quel que soit le père, le seul moyen d'arrêter cela est d'empêcher cette femme d'avoir des enfants du tout, donc essentiellement par une fausse stérilisation. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis définitivement pas en faveur de cela et je ne pense pas qu'une personne rationnelle le serait. Quant à quelqu'un dans une relation consanguine, personne ne les force à ne pas avoir d'enfants avec qui que ce soit, on leur dit simplement de ne pas avoir d'enfants avec leur père, leur frère ou toute autre personne étroitement liée à eux. Il y a une énorme différence ici. Quoi qu'il en soit, passons à la partie suivante du post. Dans un article de Maria Camporedondo et Gabriel Andrade, ils affirment que l'inceste représente un risque, mais ce n'est pas une raison suffisante pour rendre l'inceste illégal. C'est parce que d'autres circonstances d'abus sexuels peuvent conduire à des risques similaires, et pourtant ces pratiques ne sont pas illégales. Pensez à comment le syndrome d'immunodéficience acquise est utilisé pour dire que l'homosexualité devrait être illégale, comment la possibilité de fausse couche est utilisée pour dire que les gens ne devraient tomber enceintes qu'à un jeune âge, comment la possibilité d'avoir des enfants handicapés est utilisée pour dire que les personnes handicapées ne devraient pas avoir d'enfants. Tous ces arguments reposent uniquement sur le fait que le handicap devrait être éradiqué. L'handiphobie est tellement ancrée dans notre société que les gens cherchent constamment un remède à chaque handicap afin de ne pas avoir à faire face à l'existence de personnes handicapées. J'ai eu des amis à qui on a dit « Vos enfants seront handicapés pour être handicapés, tout comme ceux qui sont dans des relations incestueuses. » Vous devriez être autorisé à avoir un enfant tant que vous ou quelqu'un d'autre est capable de s'en occuper, peu importe si cet enfant est handicapé ou non. Qu'un enfant puisse potentiellement être handicapé n'est pas moralement condamnable. Comme le disent les auteurs de cet article, les raisons pour lesquelles l'inceste est illégal ne sont pas liées à la santé publique et aux risques génétiques. J'ai déjà abordé beaucoup de cela, mais je veux juste souligner à nouveau la différence entre vouloir guérir certaines conditions pour réduire la souffrance et vouloir les éradiquer pour ne pas avoir à faire face à l'existence de personnes handicapées, comme le dit l'utilisateur dans le post. Il y a une énorme différence là. J'ai aussi un problème avec la façon dont l'homosexualité semble toujours être évoquée lorsqu'on discute de toute forme d'activité sexuelle qui est socialement inacceptable ou même indéniablement immorale. J'ai vu des gens essayer de justifier l'échec urinaire, le contact avec les animaux et diverses autres activités qui ne devraient vraiment pas être justifiées en utilisant l'homosexualité. Être gay n'est intrinsèquement nuisible en aucune façon, ce n'est pas la même chose qu'être un pédophile, ce n'est pas la même chose qu'avoir des contacts avec des animaux, et ce n'est pas la même chose qu'être en relation avec votre mère ou votre frère ou votre fille. Si vous pensez sincèrement que les relations consanguines sont acceptables, vous devriez pouvoir les justifier sans vous appuyer sur les personnes homosexuelles comme argument. Quoi qu'il en soit, le post continue à discuter d'un article de Jeff Sebo, professeur en bioéthique, éthique médicale et philosophie, entre autres. Dans celui-ci, il affirme que l'inceste augmente l'incidence des maladies génétiques héréditaires d'environ 3% et l'auteur du post affirme que c'est un pourcentage très faible. Et donc, ce n'est pas suffisant pour justifier que de telles relations soient illégales.
J'ai parcouru rapidement ce document et la référence pour cette statistique est un autre document qui stipule ce qui suit. Des études médicales publiées continuent de montrer des preuves d'un risque accru de malformations congénitales, de conditions médicales majeures et de mortalité reproductive chez les descendants d'unions entre cousins germains, principalement attribués à des troubles autosomiques récessifs. Chez les couples sans troubles génétiques connus dans la famille, il y a un risque supplémentaire de 1,7% à 2,8% de malformations congénitales significatives chez les descendants de cousins germains, au-dessus du risque de la population générale. Donc cela se concentre sur les enfants dont les parents sont des cousins germains. Cela ne s'applique pas à toutes les relations consanguines, dont la plupart au sein de la communauté consangue sur Tumblr semblent être entre parents et enfants ou entre frères et sœurs. Les cousins germains partagent en moyenne 12,5% de l'acide désoxyribonucléique, tandis que les frères et sœurs et les parents et enfants partagent en moyenne 50%. Je n'ai pas pu trouver de statistiques sur l'incidence des maladies génétiques chez les enfants dont les parents étaient plus proches que des cousins, mais nous pouvons supposer, étant donné qu'ils partagent plus d'acide désoxyribonucléique, que le pourcentage serait nettement plus élevé. Quoi qu'il en soit, j'ai passé beaucoup plus de temps à disséquer ce poste que je ne l'avais prévu, alors passons à un autre point contre les relations consanguines qui n'est pas abordé dans celui-ci. Il est important de noter que la grande majorité des relations incestueuses ne sont pas consensuelles et impliquent dans des abus, souvent des abus envers les enfants. En ce qui concerne les relations consanguines entre adultes consentants d'un âge similaire, où il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir comme les frères et sœurs lorsqu'ils choisissent de ne pas avoir d'enfants ensemble, j'ai déjà dit que je trouve difficile d'argumenter que c'est réellement immoral. Même si je ne suis pas en faveur de cela, parce que personnellement je pense que cela risque de causer un préjudice psychologique, peut-être pourriez-vous argumenter que ce n'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire en fonction de ce que je crois qui leur nuira. Cela dit, je pense que vous pouvez faire un argument assez solide contre la légalisation et la normalisation des relations consanguines sur la base du fait que la plupart sont abusives. De toute évidence, même dans un monde où les relations consanguines seraient légales, la pédophilie et les abus seraient, espérons-le, toujours illégaux, donc ce n'est pas comme si un père pouvait légalement entretenir une relation avec sa fille mineure, par exemple, mais il pourrait absolument la préparer tout au long de son enfance, en préparation du jour où elle atteint l'âge du consentement, et cela ne semblerait probablement pas aussi mal que cela ne l'est maintenant. Sans parler des situations où les gens pourraient être contraints ou même victimes de chantage pour entrer dans de telles relations. En Angleterre, l'âge du consentement est de 16 ans, donc si les relations consanguines étaient légales, une fille de 16 ans pourrait légalement être en relation avec son père. Imaginez une situation où une jeune fille de 16 ans qui n'a pas les moyens de quitter le foyer familial, comme la grande majorité, et qu'elle est manipulée pour entrer dans une relation consanguine parce qu'elle sera mise à la porte si elle refuse. Quant aux frères et sœurs, ils n'auraient même pas nécessairement à attendre l'âge du consentement pour avoir une relation, même si ce serait illégal d'avoir un contact physique avant cela, et cela pourrait poser de nombreux problèmes. Alors que vous pouvez soutenir que beaucoup de frères et sœurs adultes avec un écart d'âge de disons 3 ans pourraient ne pas avoir beaucoup de déséquilibre de pouvoir, cet écart est beaucoup plus grand lorsqu'ils sont plus jeunes. Si l'un avait 12 ans et l'autre 15, vous pouvez voir comment il pourrait y avoir de la place pour la coercition et l'abus ici, en particulier si vous prenez en compte l'impact des autres dynamiques familiales. Par exemple, il n'est pas rare que les parents traitent leurs enfants différemment, comme si l'un était puni plus sévèrement ou si l'autre bénéficiait du bénéfice du doute dans les litiges. Il existe divers autres scénarios possibles dont je pourrais discuter, mais en général, je ne vois pas comment la normalisation des relations consanguines ne se traduirait pas par plus d'abus et la normalisation de ces abus eux-mêmes. Bien que ce soit illégal, il existe encore des personnes qui entretiennent des relations consanguines. Pour les raisons que j'ai détaillées, je ne le cautionne pas personnellement dans l'ensemble, mais en fin de compte, les gens feront ce qu'ils veulent faire. Cependant, je pense qu'il est extrêmement irresponsable et imprudent de faire campagne pour que de telles relations soient légalisées.
Quoi qu'il en soit, retour à Tumblr. Le blog de Rosie n'était actif qu'entre le 25 septembre et le 8 octobre 2024. Elle semblait vraiment vouloir éclairer les relations consanguines comme la sienne, donc je ne suis pas sûre de pourquoi elle a abandonné si rapidement. Elle a possiblement reçu des réactions négatives ou s'est séparée de son père. Ils étaient ensemble depuis environ 5 mois quand elle a commencé le blog, donc c'était encore les premiers jours. Beaucoup de choses peuvent mal se passer à ce moment-là, même sans lien de parenté. Malgré les événements là-bas, il n'y a plus grand-chose à dire sur ce blog, donc passons à autre chose. Bien qu'il y ait des publications similaires à celles de Rose plaidant pour des relations consanguines éparpillées partout, la grande majorité du contenu sous le tag consang sur Tumblr est de l'érotisme. De nombreuses publications concernent en fait l'attirance de l'utilisateur pour sa mère ou sa sœur. Je n'ai pas vu beaucoup de publications sur leurs frères, pères ou autres membres de la famille. Je vais lire la moitié d'un exemple, mais nous nous arrêterons bien sûr avant que cela ne devienne trop explicite. Maman qui se saoule vraiment le soir du Nouvel An et qui embrasse sa fille à minuit. Maman rongée par la culpabilité d'avoir abusé ainsi de sa fille. Fille qui a en réalité vraiment apprécié et qui taquine sa maman toute la journée après. Fille dont les taquineries s'intensifient tout au long de la journée jusqu'à ce qu'elle finisse par embrasser profondément sa maman. Maman qui est complètement prise au dépourvu et panique un instant, mais elle ne peut s'empêcher de céder à l'affection de sa fille. Beaucoup de ces publications suivent une structure similaire et décrivent une situation imaginée où leur maman, par exemple, fait quelque chose d'inapproprié et finalement cela dégénère en une relation physique à part entière. Ce type de publication est toujours fait par des personnes dont les membres de la famille n'ont montré aucune indication que les sentiments sont réciproques. Évidemment, dans toute situation où une mère ou un père réciproque, comme avec Rose, je les questionnerais, mais c'est une situation tout à fait différente quand quelqu'un fantasme sur ses parents ou ses frères et sœurs qui ne ressentent clairement pas la même chose. Les personnes qui écrivent ces publications ne choisissent évidemment pas de ressentir ce qu'elles ressentent et j'espère certainement qu'elles choisissent de ne pas agir en conséquence, mais cela me met honnêtement mal à l'aise d'imaginer avoir un frère ou ma fille qui écrit de la fiction érotique à mon sujet et la publie en ligne. Je trouve cela très déplacé. Alors que beaucoup de publications sous le tag consang décrivent des situations où les membres de la famille ont fait le premier pas, ou du moins accepté consensuellement les avances de l'original poster, il y a même un certain nombre de publications qui ne semblent pas si consensuelles, comme celle-ci, je cite. Une maman qui continue de protester faiblement avec des choses comme « Arrête, non sérieusement, on ne peut pas chérie, non chérie ». Bien sûr, le reste du post devient très rapidement inapproprié pour le travail et parle de pousser la maman sur le canapé et je suis sûre que vous pouvez imaginer le reste. Il comprend également la ligne « C'est tout ce qu'elle a toujours voulu, même si elle ne pouvait jamais dire non ». C'est en fait terrifiant. Cette personne fantasme littéralement et poste en ligne sur le fait de rédiger un essai sur sa propre mère. Je ne sais pas s'ils se convainquent réellement que leur mère le veut vraiment ou s'ils écrivent simplement cela pour que leur publication semble moins criminelle. Le pire, c'est que la publication a 702 likes et 139 reblogs et personne ne semble commenter à quel point cela est préoccupant. C'est loin d'être le seul post décrivant littéralement l'aide sociale de membres de la famille. Au départ, je pensais que la communauté consang était centrée sur les relations romantiques consensuelles et c'est ce qui l'a séparée du contenu incestueux qui, je suppose, est principalement lié au fétichisme. Mais maintenant que j'ai vu de véritables fantasmes d'aide sociale sous ce tag, je ne suis plus si sûre. La dernière chose que je voulais discuter brièvement en relation avec tout cela est un autre blog que j'ai trouvé appelé Consang Pride. La plupart des publications ici sont des œuvres d'art de personnages fictifs conçus pour ressembler à des relations consang et des réponses aux questions posées par d'autres utilisateurs qui sont soit dans des relations consang, soit qui souhaitent l'être. Je suis sûre que vous pourriez prédire où cela va à partir du nom du blog, mais l'un des posts publiés peu de temps après sa création était un sondage demandant « Croyez-vous que nous devrions considérer le consang comme faisant partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgender, queer, intersexe, asexuel plus ?»
27,2% des personnes ont dit oui, 41% ont dit non, 24,9% ont dit peut-être, incertain et 6,9% ont dit sans opinion. J'ai déjà abordé ce sujet un peu plus tôt, mais je suis vraiment fatiguée que des personnes essayent de se greffer à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre avec des préférences totalement non liées ou même des fétiches qui sont généralement problématiques. La communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre s'est battue longtemps pour simplement pouvoir exister sans discrimination et je ne pense pas que l'inclusion de relations consanguines déstigmatisera la consanguinité, cela finira simplement par rendre les gens moins tolérants envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Comme je l'ai dit auparavant, être dans une relation consanguine n'est pas la même chose et n'a rien à voir avec le fait d'être gay ou trans. Être gay est une sexualité, être trans est une identité, être dans une relation consanguine n'est ni l'un ni l'autre de ces choses. Le fait que de telles relations soient illégales vous empêche d'être dans une relation avec un membre de votre famille. Cela ne vous empêche pas d'être avec n'importe qui d'autre dans le monde qui vous attire. Et d'après ce que je comprends, les personnes consanguines ne sont pas exclusivement attirées uniquement par leurs membres de famille. Je tiens également à souligner à nouveau que la majorité des relations incestueuses ne sont pas consensuelles et sont abusives. Cela ne s'applique pas aux relations homosexuelles ou lesbiennes, dont la plupart sont entre adultes consentants et n'impliquent pas de manipulation ou d'autres formes d'abus. Les mères ou les pères qui souhaitent entretenir une relation romantique avec leurs enfants sont des prédateurs. La majorité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer+, ne sont pas des prédateurs. Quoi qu'il en soit, la personne derrière ce blog a décidé de créer un serveur Discord pour la communauté consang et a fait un post pour le promouvoir. Citation. Premier du genre, pro-pouvoir, pro-consentement, anti-contact illégal, radqueer, pro-forme, serveur de la communauté consang. Veuillez avoir plus de 14 ans physiquement et mentalement. J'espère que ça compense le manque de posts. Bonjour, c'est un lieu sûr pour les personnes qui ressentent une attraction consanguine de toute variété pour parler ouvertement de leurs expériences. Ce serveur est pro-chip, pro-para, pro-radqueer, pro-consentement et anti-contact illégal. Nous acceptons également toutes les formes de pluralité. 14+ corporel. Tout d'abord, je ne sais pas ce qu'ils entendent par « soyez 14 plus corporellement et mentalement ». J'espère pour Dieu que cela ne suggère pas que la communauté est ouverte aux personnes qui s'identifient à un âge différent, car c'est un concept problématique en soi, surtout dans un environnement avec des enfants. Quoi qu'il en soit, plus précisément, comment est-il approprié de permettre à des enfants de 14 ans d'être sur ce serveur ? En dehors du fait que le consent semble être plus un fétiche qu'autre chose pour la plupart des gens de la communauté, je ne peux pas être la seule à penser que nous ne devrions pas enseigner aux enfants de 14 ans que c'est normal et acceptable si leurs parents veulent entretenir une relation romantique avec eux. Je pense avoir dit à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce sujet, et c'est un terrier de lapin assez intéressant qui m'a rappelé la folie de Tumblr. Je serai ouverte à couvrir davantage de communautés Tumblr à l'avenir, alors faites-le moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez voir cela ou si vous avez des recommandations spécifiques. Je serais intéressée d'entendre vos pensées dans les commentaires ainsi que toutes les suggestions que vous pourriez avoir pour les futures vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de ma chaîne dont les noms apparaissent à l'écran maintenant. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.